J'ai été condamné à me repentir pendant des heures par Alien Cat Girl lorsqu'elle est devenue jalouse quand j'ai caressé sa sœur jumelle. J'espère que vous apprécierez votre séjour dans ce royaume fantastique. Laissez un commentaire pour nous dire où vous êtes en ce moment. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez cet article. Alors que Eugène surveillait les clics et les bips de son équipement de diagnostic, le bourdonnement silencieux et résonnant du système de survie de la station l'accompagnait dans son laboratoire comme un ami fidèle. Un certain type de rationalité basée sur des faits mesurables et des réactions biologiques prévisibles semblait dominer le cosmos ici dans ce cadre clinique de chrome et de verre. Avec une sensation familière de facilité cérébrale, il fit délicatement tourner une image holographique d'une petite fougère à plumes, ses motifs fractales complexes, illuminant un verre doux sous la faible lumière. C'était son havre, un coin logique découpé dans le tissu coloré et chaotique de la lune de Katara, où il pouvait traduire la nature indomptée de la biologie extraterrestre en jargon scientifique. Sa position de xénobotaniste était très estimée, et elle lui donnait accès à une toute nouvelle écologie. La paisible solitude de sa profession en contraste frappant avec la civilisation émotionnellement chargée des extraterrestres félins qui régnaient sur cette planète apprivoisée était ce qu'il chérissait véritablement. À cause d'une personne fascinante et complètement déroutante, il devenait anxieusement et progressivement membre de cette société. Tout comme le champignon symbiotique qu'il avait étudié, sa connexion avec Anita était nuancée et incertaine. Un tango précaire de poussée et de recul qui le maintenait instable. Une créature d'une immense intensité, elle semblait absorber la lumière autour d'elle avec ses yeux violets perçants et sa fourrure blanche soyeuse, et il se retrouvait à la fois fasciné et épuisé par ses grandes performances théâtrales de passion. Sa personnalité ardente l'attirait, et il se retrouvait enchevêtré avec elle, malgré ses meilleurs efforts, pour déchiffrer les lois complexes et non dites qui dictaient comment elle interagissait avec tout le monde. Alors qu'il finissait de saisir toutes les données de la journée, un sentiment de soulagement l'envahit. Mais ensuite, alors qu'il se préparait à la rencontrer pour dîner, le vieux nœud d'anticipation se resserra dans son estomac. S'éloigner de la régularité calme de son laboratoire était comme sauter de la terre ferme dans une rivière à courant rapide. Tout ce qu'il pouvait faire était de prier pour ne pas se laisser emporter. Dans la salle commune de l'avant-poste, une symphonie de vie extraterrestre se déroulait, le doux murmure d'une douzaine de chats, le son apaisant du ronronnement qatari qui résonnait à travers les planches du sol, et une atmosphère générale de chaleur et d'activité. Sous la douce lumière des plantes bioluminescentes qui s'entortillaient le long des plafonds voûtés, des êtres de toutes sortes se mêlaient, mais les Qataris étaient les maîtres incontestables de cette sphère. Ils se promènent avec assurance et élégance dans leur domaine, se regardant avec un air possessif. Au milieu du hall animé, Eugène vit Anita, sa fourrure blanche, brillant comme une lumière tenant une table, à côté d'un immense hublot qui surplombait la surface de la lune et sa verdoyante nature sauvage artificielle. Elle l'accueillit et le revendiqua avec un sourire lent et intentionnel, alors que ses yeux violets se fixaient sur lui à son approche. Assis là, il ressentait la même combinaison de curiosité et d'appréhension, alors qu'elle commençait à lui raconter sa journée, sa queue frétillant légèrement de colère, en détaillant une petite dispute qu'elle avait eue avec un vendeur. Pour Eugène, cela ressemblait à une simple dispute de prix. Cependant, Anita voyait cela comme un drame à plusieurs niveaux, incluant la fierté blessée et ce qu'elle considérait comme du mépris. Et il écoutait attentivement, percevant les nuances dans sa voix et le tremblement dans son oreille lorsqu'elle parlait, tout en comprenant que ses mots avaient un poids culturel qu'il commençait seulement à saisir. Ils se promenèrent dans le hall principal de l'avant-poste après leur dîner. Le merveilleux brouhaha autour d'eux, la vitalité ambiante de la gare. Avec Anita à ses côtés,
Il ressentait une chaleur physique qui le protégeait des regards désinvoltes des autres Qataris et le marquait comme sien d'une manière adoratrice, mais profondément terrifiante. Il l'aperçut, ou du moins quelqu'un qu'il voyait comme une version légèrement modifiée d'elle pendant cette promenade. Assise sur un banc de parc, se trouvait une Qatari qui avait la mâchoire, l'allure et les yeux violets envoûtants d'Anita, mais sa fourrure était d'un doux gris fumé. Ses mouvements étaient caractérisés par une élégance insouciante et espiègle qui était fascinante à voir, alors qu'elle tapotait de manière ludique une fleur en forme de cloche suspendue à un treillis au-dessus. Cette jumelle à la fourrure grise semblait plus amicale et plus détendue à Eugène, qui était habitué à Anita, plus réservée et coincée. Avec un sourire sur le visage, il s'avança, adoptant un degré de convivialité décontracté qui lui semblait facile. Il voulait prolonger le rapport cordial qu'il essayait de développer au sein de ce groupe. Il tendit la main dans un mouvement lent et non menaçant et tapota la tête du Qatari à la fourrure grise comme un signe d'amour agréable et innocent. C'était inattendu, mais la réponse fut rapide. Il découvrirait plus tard que la fille Qatari était en réalité Lyra, la sœur jumelle d'Anita. Elle arrêta de jouer et le regarda, ses yeux violets, grands ouverts d'étonnement. Puis une étincelle ludique jaillit en eux lorsqu'ils virent une occasion de jouer. Elle se pencha vers son contact au lieu d'essayer de s'en échapper, son corps légèrement arqué, et elle ronronna plus fort et plus dramatiquement qu'Anita ne l'avait jamais fait. Une simple caresse devint un grand moment de théâtre, une performance pour un public invisible, alors qu'elle vibrait littéralement avec le son. Avec un petit sentiment de satisfaction, Eugène rit, prenant sa réaction excessive pour de l'humour inoffensif. Il avait réussi à mener à bien une rencontre agréable sans offenser personne par inadvertance. À son insu, à ce moment-là, il se trompait complètement. Tout le hall semblait avoir perdu 20 degrés. En percevant une force abrupte et puissante dans l'atmosphère, il se tourna pour voir Anita debout à une courte distance immobile. Sa posture était si sérieuse qu'elle en était presque palpable et son langage corporel trahissait son intense concentration. Sa rage et son étonnement autrefois brillants étaient désormais visibles dans les pupilles contractées de ses yeux violets autrefois chaleureux et charmants. Sa queue normalement ondulante avait doublé de volume. Un champ d'aiguilles électriques se formait à partir de chaque poil blanc dressé. Tout à coup, le bourdonnement tranquille et ambiant de l'avant-poste se tut. Elle laissa sa fureur consumer chaque son. Puis elle passa à l'action, s'approchant de lui avec une élégance étrange qui le fit frissonner d'horreur. Pas de manière agressive, mais pour faire connaître sa menace, elle se cala contre le mur d'une boutique fermée, ses griffes glissant hors de leurs étuis. Quand elle finit par parler, ce n'était pas un cri, mais un hurlement profond et guttural, un son de trahison pure qui brisa le silence et le secoua jusqu'au plus profond de son être. Ma sœur a senti ta présence. Il ne pouvait rien faire d'autre que de la regarder muet par l'extrême brutalité de sa réponse et incapable de comprendre l'énorme péché qu'il venait de commettre en lui donnant une gentille tape sur la tête. Bien que la prise sur son bras ne lui causât aucune gêne, elle dégageait une détermination inébranlable qui reflétait la rage glaciale montrée dans son regard écarlate. Encore plus troublant que le hurlement qui avait paralysé tout le hall était le silence d'Anita alors qu'elle l'éloignait du mur. Avec une démarche rigide et déterminée qui divisait la foule devant eux, son élégance fluide et prédatrice se transforma en une marche alors qu'elle se tournait et traversait l'avant-poste, tirant après elle un Eugène surpris et soumis. Les spectateurs, qu'ils soient Qataris ou d'autres espèces, détournaient le regard, leur visage, trahissant un mélange d'intérêt et de réticence. Ils comprenaient la gravité de la situation et prenaient la décision astucieuse de ne pas se laisser entraîner dans l'exhibition de la colère vertueuse d'un Qatari de haut rang. Alors qu'il était escorté à travers des halls et des places qu'il reconnaissait à peine, Eugène sentait une centaine de pères d'yeux l'examiner, la chaleur intense de l'humiliation publique intensifiant sa profonde perplexité.
Ses pensées sont encore étourdies par le changement brusque d'une promenade relaxante en soirée à cette parade sombre et embarrassante. L'expression sévère sur le visage d'Anita indiquait qu'il ne l'emmenait pas dans un endroit paisible, mais plutôt pour faire face à un règlement de compte pour lequel il était complètement impréparé. Le voyage s'arrêta devant une porte massive et élaborée qui s'ouvrit à son approche, dévoilant une pièce qui contrastait fortement avec son laboratoire spartiate. Sa chambre était un havre de lumière chaude et de meubles veloutés, un véritable nid de coussins et de tapisseries représentant de grandes chasses au cathare et des étagères bordées d'objets extraterrestres brillants qui semblaient avoir une énergie subtile propre. Son arôme imprégnait la pièce, un mélange enivrant de fleurs exotiques et d'un arôme musqué distinctement félin. Un arôme odieux qui avait été séduisant auparavant semblait maintenant oppressant. Derrière eux, la porte se referma en sifflant les enfermant dans une chambre d'écho d'un silence anxieux tandis que tous les bruits de l'avant-poste s'estompaient. Avec une brève touche semblable à une brûlure, Anita lâcha son bras. Puis elle commença à arpenter la pièce, la queue battant, comme un métronome au compte à rebours d'un jugement. Avec les paumes à moitié levées, dans un geste de reddition qui semblait complètement insuffisant, Eugène se tenait à l'entrée. Il était sur le point de prendre la parole et d'essayer de clarifier l'énorme erreur quand elle lui lança un regard menaçant qui lui promettait des choses terribles s'il parlait. Il n'était pas accueilli ni considéré comme un possible associé, mais plutôt comme un intrus prêt à être puni sur ses terres et dans son royaume. Enfin, elle ordonna « Tu ne parles pas » d'une voix basse et dangereusement calme. Sa colère qui débordait auparavant s'était maintenant apaisée en quelque chose de bien plus effrayant. Tu montreras à quel point tu regrettes l'humiliation que tu m'as infligée à moi et à ma famille en nous écoutant jusqu'au bout et en agissant ensuite. Elle interrompit son emballage et se tourna vers lui, sa posture large et agressive, tout son être absorbé par lui avec une férocité qui lui fit froid dans le dos. Sur Katara, nous n'utilisons pas « je suis désolé » ou d'autres expressions de base parce que les mots sont comme l'air, ils sont rapidement utilisés et oubliés. Tu ne fais pas de bruit quand tu t'excuses. Rembourser une dette, c'est comme accomplir un rituel pour réparer un lien endommagé. Vous allez maintenant découvrir le prix de votre ignorance après avoir brisé quelque chose de fondamental et d'humain. Elle exposa la langue sacrée de son peuple en des mots crus et précis, le toucher, un lexique physique de possession de dévotion et de connexion exclusive. C'était une admission publique de futilité de donner le toucher d'un partenaire choisi à un autre, en particulier à un jumeau qui partageait la même essence spirituelle. Elle se sentait humiliée devant tout le monde à cause d'un acte de trahison profond. Par conséquent, il ne dirait pas désolé, mais plutôt accomplirait un acte de contrition destiné à démontrer son authenticité et à restaurer sa valeur. Comme première tâche, elle lui demanda de se rendre dans une alcôve tranquille où une variété de brosses en os poli, des peignes aux dents de finesse variées et des flacons de parfums aromatiques étaient étalés sur un tissu moelleux. Anita s'installa confortablement sur un granc. Elle ordonna silencieusement, le dos tourné vers lui, alors qu'elle était assise sur un monticule de coussins. Avec ses pensées encore tourbillonnantes à cause du choc culturel, Eugène fit une pause. On lui demandait d'accomplir cet acte très privé en guise de pénitence. Il s'avança prudemment, sa main agrippant un grand peigne à l'apparence étrange avec des dents énormes. À mesure qu'il s'approchait, il pouvait sentir ses muscles se tendre, tout son être, une spirale de méfiance. Sa fourrure blanche, épaisse et luxuriante s'accrochait à ses mouvements maladroits et elle émit un grognement bas de désapprobation, le faisant tressaillir. Mettant de côté son malaise, il laissa son esprit scientifique prendre le contrôle, traitant le travail comme s'il s'agissait d'une opération biologique compliquée et s'arrêtant pour prendre une profonde inspiration. La façon dont son pelage poussait sa texture et la légère résistance qu'il offrait aux dents du peigne étaient autant de choses qu'il étudiait.
Commençant à la nuque et descendant le long de la courbe gracieuse de sa colonne vertébrale, il reprit son massage avec des mouvements lents délibérés et systématiques, étant à la fois fermes et doux. Une cadence particulière se formait entre eux alors qu'ils travaillaient. Il maîtrisait l'art d'anticiper les nœuds, de lisser ses épaules avec les brosses les plus fines et de réchauffer une seule goutte d'huile parfumée en la travaillant dans ses cheveux avec ses doigts. Alors que les minutes se transformaient en heures, elle sentit les nœuds dans son corps commencer à se dénouer presque imperceptiblement au début. Ses muscles se détendirent, alors que son toucher attentionné transmettait ce que ses mots ne parvenaient pas à exprimer: son attention, son désir d'apprendre et son respect pour l'intimité du service. L'ambiance dans la pièce est passée de hostile à une neutralité prudente dès qu'elle a indiqué que le toilettage était terminé. Un défi intellectuel l'attendait à l'étape suivante de sa pénitence. Anita l'escorta jusqu'à un coin de son appartement qui servait également de cuisine avec des surfaces brillantes et un assortiment d'outils artistiquement organisés. Elle a pointé du doigt un récipient en verre dans le réfrigérateur qui contenait un assortiment de plantes non identifiées de champignons et ce qui ressemblait à d'étranges tranches de viande, un assortiment déroutant de formes et de couleurs. « Tu me feras du ragoût de Qatar », dit-elle en faisant référence à une cuisine inconnue. Elle continua à réciter la recette mot pour mot, un ensemble d'instructions longs et complexes avec des mesures exactes, des températures de cuisson précises et une série d'étapes qui semblaient volontairement compliquées. La tâche à accomplir était évidente, il devait faire appel à ses connaissances en tant que xénobotaniste pour identifier correctement les 20 ingrédients parmi les nombreuses possibilités dont certaines, il le savait, pouvaient être légèrement toxiques si elles n'étaient pas cuites correctement. Il s'est plongé tête la première dans le processus d'identification scientifique, une encre bienvenue dans la mer d'incertitudes culturelles. Reniflant touchant et dans certains cas, croisant la structure cellulaire des plantes avec sa propre base de données internes, son esprit revenant à son élément alors qu'il mettait à l'épreuve ses connaissances, sa mémoire et sa capacité à fonctionner sous pression. Il était tellement préoccupé par la tâche délicate de couper un champignon à l'apparence très dangereuse qu'il n'a pas remarqué que la porte des quartiers s'était ouverte. Est-ce la partie où l'extraterrestre maladroit s'excuse d'avoir essayé d'empoisonner ma sœur? La voix était légère et teintée d'un amusement musicalement moqueur. Eugene se tourna pour voir Lyra, sa jumelle à la fourrure grise, appuyée contre le cadre de la porte avec un grand sourire malicieux sur le visage. Avec une assurance tranquille, Lyra entra dans la pièce, ses yeux violets pétillant de joie alors qu'elle observait tout. Sa sœur, parfaitement coiffée et observant depuis ses coussins, était tout aussi absorbée par la scène. Pendant ce temps, Eugène, vêtu d'un tablier, était entouré de légumes étranges. Elle ronronna et agita sa main de manière dédaigneuse, disant « Oh, détendez-vous, vous deux. Je dois admettre, humain, que tu as plus de métal que je ne l'aurais cru. » Elle s'approcha d'Eugène et lui donna un reniflement critique en regardant dans la marmite. Eugene s'en sortait en fait plutôt bien, ce qu'elle trouvait impressionnant. Elle se tourna ensuite vers Anita, lui parlant de combien elle avait toujours apprécié son théâtre. La dernière formalité de la cérémonie fut perturbée par la présence de Lyra. Elle a révélé sans aucune honte qu'elle avait délibérément exagéré sa réaction à son toucher, se penchant vers lui et ronronnant si fort sachant qu'Anita était proche et voulait voir le résultat. La confession n'a pas beaucoup calmé l'expression d'Anita, mais elle a donné à Eugène une pièce vitale du puzzle, une nouvelle couche de compréhension sur la dynamique complexe entre les deux sœurs et la culture qu'elles représentaient, en confirmant que le tabou culturel était réel et que les actions d'Eugène avaient été une grave insulte. Elle a également révélé que la réaction explosive d'Anita était sa propre forme de théâtre possessif. Avec cette nouvelle perspective en main, Eugène termina le ragoût, ses mouvements devenant plus assurés. Le rituel était plus qu'une punition, c'était une communication complexe, un test de son caractère sous tous les angles.
Avec soin, il versa le mélange aromatique et frémissant dans un bol élaboré et l'offrit à Anita, inclinant légèrement la tête non pas par soumission, mais en signe de respect mérité pour la richesse de ses traditions. Elle prit le bol de lui après une longue période à étudier son visage, ses yeux violets, cherchant les siens. Il avait écouté, appris et fait son devoir, non pas comme un étranger envieux, mais comme quelqu'un qui essayait vraiment de comprendre et de s'excuser. Elle prit une cuillère, la goûta, puis un lent et véritable ronronnement retentit dans sa poitrine, un son qui n'avait rien à voir avec la performance théâtrale de Lyra, un son de contentement, d'acceptation. Avec cela, les excuses étaient bien complètes et la colère s'était apaisée. À sa place se trouvait un profond silence contemplatif. Elle tapota le coussin à côté d'elle comme une invitation à s'asseoir, et pour la première fois, il n'était plus un humain et un Qatari, mais plutôt Eugène et Anita, deux personnes se lançant dans un voyage compliqué et potentiellement dangereux. Le délicat objet cristallin qui s'est installé dans les quartiers d'Anita était une trêve magnifique, mais facilement brisée, élaborée non pas avec des mots, mais avec le coup de pinceau prudent et l'identification réussie d'un champignon toxique. Une nouvelle dynamique a émergé entre eux dans les jours qui ont suivi le rituel des excuses, une dynamique basée sur un respect prudent au lieu du tourbillon de malentendus flirtatious qui l'avait précédé. Eugene recentra son attention sur Anita, voyant non seulement une femme possessive et passionnée, mais aussi le produit d'une culture complexe, où chaque action était une phrase et chaque geste un mot. Il apprit à interpréter ses subtils mouvements d'oreille comme des signaux de désaccord, son ronronnement bas et presque inaudible, comme du contentement, et la façon dont ses yeux violets s'adoucissaient presque imperceptiblement quand elle pensait qu'il ne regardait pas. Anita le traitait avec une gravité nouvelle, ses expressions dramatiques révélant ses pensées et sentiments les plus intimes. Cette possessivité était modérée par la connaissance que son erreur était basée sur une profonde ignorance plutôt que sur la malice et que sa volonté d'endurer les exigences de pénitence de sa culture en disait plus sur son caractère que sa première gaffe. Leur intimité croissante, cependant, était isolée, une bulle silencieuse qui allait bientôt être brisée par les vérités inévitables de la vie dans la société soudée et alimentée par les commérages de l'avant-poste. La nouvelle de la gaffe publique de l'humain et du rituel d'excuses de plusieurs heures se répandrait bientôt à travers la communauté. Eugene devint une sorte de célébrité mineure, un objet de curiosité lointaine, l'alien qui avait insulté et apparemment apaisé l'une des femelles les plus prestigieuses du clan dirigeant. Des rumeurs à son sujet se répandirent rapidement à travers les couloirs et les espaces communs alimentés par les chuchotements des spectateurs et les embellissements dramatiques de ceux qui n'avaient entendu l'histoire que de seconde main. L'incident est devenu une partie intégrante de la légende de l'avant-poste, une histoire d'avertissement pour certains et une source inépuisable de rire pour d'autres. Alors qu'il se frayait un chemin à travers la station, il pouvait sentir le poids des escaliers et les regards curieux des Qataris qui semblaient évaluer sa pénitence, si cet être particulier à la peau pâle pouvait vraiment comprendre la gravité de ses actes. D'autres, cependant, ont donné à l'histoire une signification très différente, surtout ceux qui voyaient Anita non pas comme la partenaire romantique d'un humain, mais comme un prix à gagner un symbole de statut au sein de la complexe hiérarchie des clans Qataris. Les rumeurs n'étaient pas de simples bruits de fond. Elles étaient un signal et un formidable Qatari à la fourrure noire, dont l'ambition n'était surpassée que par son arrogance, a entendu le signal clairement. Avec sa fourrure sombre et lisse et ses yeux dorés condescendants, Cale était une présence bien avant de devenir un problème. Eugene le sentait souvent l'observer de l'autre côté de pièces bondées, et sa confiance lourde et délibérée trahissait sa lignée pure et sa position de fils préféré d'un chef de clan rival. Cale se déplaçait avec la lourde délibération d'un prédateur qui n'a jamais connu la faim. Son corps puissant en était une preuve supplémentaire. Il avait toujours pensé à Anita comme à sa destinée une union qui serait politiquement bénéfique et personnellement épanouissante.
Il méprisait la présence d'Eugène à ses côtés, avec un sentiment de dédain presque palpable, le voyant non pas comme une personne, mais comme un obstacle, une distraction temporaire et indigne pour une femme qui méritait une véritable femme qatarienne. Cale choisit son moment avec une acuité politique, attendant un moment où Eugène et Anita prenaient un repas paisible dans l'espace commun, leur nouvelle aisance l'un avec l'autre, bien visible une vue qui blessait manifestement la fierté de Cale et utilisa l'histoire de la transgression d'Eugène comme excuse pour intervenir et exposer l'humain comme l'étranger faible et ignorant qu'il le voyait. « Sœur Anita », commença-t-il sa voix un ronronnement profond et résonnant qui irritait les nerfs d'Eugène. Tout le poste parle de votre patience sans borne. Il s'approcha de leur table avec une grâce lente et circulaire, ses yeux dorés fixés sur Eugène, tout en s'adressant à Anita d'un ton dégoulinant de fausse inquiétude. Être publiquement humilié par cet extraterrestre et ensuite l'aider à retrouver son chemin comme un chaton perdu. Nous pouvons tous apprendre de votre grâce. Utilisant Anita comme exemple et dépeignant Eugène comme une victime impuissante, les mots étaient un modèle d'agressivité passive. En réponse à l'invasion et à l'insulte à peine déguisée, le dos d'Anita se tendit et ses yeux violets s'embrasèrent de rage. « Mes affaires et l'honneur de mes amis sont mes affaires personnelles, Cale, » dit-elle sa voix tremblant inconfortablement. Un sourire s'étendit sur le visage de Cale. « C'est compris. Cependant, nous sommes tous préoccupés par la réputation de votre lignée familiale. Il n'y a aucun lien véritable ou sécurité que vous puissiez obtenir d'un étranger qui ne comprend pas nos traditions les plus précieuses. Dans sa stupidité, il vous a déjà fait honte une fois. Vous n'avez aucune garantie qu'il ne recommencera pas, n'est-ce pas? » Enfin, il dirigea tout son regard méprisant vers Eugène. Cale proclama sa voix résonnant à travers les tables adjacentes que si l'on veut être considéré comme un prétendant respectable pour une dame de son rang, il faut démontrer sa convenance. Il lança hardiment le défi, sans s'excuser suivant notre coutume. Il invoqua ensuite un droit de courtoisie ancien et rarement utilisé un geste si formel et archaïque qu'il rendit Anita temporairement muette, enchaînée par sa propre culture. Il y a une fleur appelée la fleur à pédales solaires qui fleurit dans les zones sauvages en dehors du centre de l'avant-poste. Ce n'est que dans le ventre sombre de la flèche du serpent, où des plantes et des animaux hostiles prospèrent, qu'elle peut fleurir. Trouvez-en un personne. Rendez-le intact et complet et peut-être aurez-vous montré une partie du courage nécessaire pour être le supporter d'Anita. Un mélange de surprise et d'anticipation remplissait l'espace commun. Même les chasseurs qataris les plus expérimentés évitaient la périlleuse flèche du serpent, une région de la lune de la station où la terraformation avait mal tourné, la transformant en une jungle semi-consciente. C'était une condamnation à mort d'envoyer un extraterrestre là-bas seul. Alors que Eugène croisait le regard d'Anita, il vit un moment de véritable terreur, avant que sa colère et sa fierté envers Cale ne dissimulent la crainte. À ce même moment, il réalisa que c'était plus qu'un simple test. Un piège bien planifié avait été tendu. En refusant, il déshonorerait Anita et admettrait publiquement sa faiblesse, prouvant ainsi l'argument de Cale. Accepter aurait été risquer une mort certaine. Il n'y avait qu'une seule solution à laquelle il pouvait penser motivé par sa propre fierté et un fort instinct protecteur envers la femme anxieuse qui se tenait à côté de lui. Eugene rencontra le regard fier et doré de Cale sans broncher et hocha la tête en signe d'accord. Une tempête contenue de colère et de peur, Anita était furieuse. Il y avait un air de triomphe suffisant dès que Cale s'éloigna. Ses murmures étouffés et anxieux devinrent stridents lorsqu'elle se tourna vers Eugène. « Espèce d'idiot ignorant, il t'a trompé. Il a utilisé nos coutumes pour autoriser ton exécution. La flèche du serpent n'est pas un endroit pour un botaniste, c'est un cimetière. » Cale avait incité à un défi de cours formel et selon le code culturel le plus strict, elle était désormais un prix passif, interdite d'intervenir de quelque manière que ce soit. Elle était coincée et elle le savait.
Son cœur déchiré entre ses obligations culturelles et sa peur désespérée et terrifiante pour la vie de son compagnon, elle arpente ses quartiers comme un animal en cage, sa frustration palpable, sa colère impuissante, lui faisant admettre que son compagnon choisi ne pourrait pas réussir seul. Pendant ce temps, elle regarde alors qu'il entre dans un piège mortel que ses rivaux ont tendu. Eugene est laissé seul pour faire face aux conséquences de sa décision. Le soir, tandis que Gene prétendait calibrer des capteurs environnementaux dans son laboratoire, en réalité, il tentait de rechercher la flèche du serpent sur le réseau public de la station et ne trouvait que des rapports expurgés et des avertissements sinistres. Une douce sonnerie retentit à sa porte. Le poids de son défi accepté s'abattait sur lui, comme un linceul physique. Alors elle a commencé par se faufiler dans son laboratoire sans invitation et a examiné attentivement un affichage holographique d'une plante carnivore. « J'ai entendu dire que tu avais décidé de devenir un héros qatari traditionnel. Quelle merveilleuse façon de te suicider !» dit-elle, son expression trahissant son ennui et son amusement. Lyra était la jumelle à fourrure grise d'Anita. « Te voir patauger dans nos coutumes a été infiniment divertissant, mais je me suis lassé du visage satisfait de Cale. Son ton était moqueur, mais ses yeux violets n'avaient pas leur éclat habituel et malicieux, et à la place ils affichaient une intelligence acérée et calculatrice. Cal est un imbécile arrogant, mais il n'est pas stupide. Il ne veut pas que tu réussisses. Il veut que tu disparaisses. J'ai un mépris profond et durable pour les réglementations que je trouve gênantes, tandis que ma sœur est liée par la tradition. Elle est en train de ranger ses chambres, de déchirer ses coussins coûteux en lambeaux avec ses griffes et d'être complètement inutile. Elle se tourna vers lui, son attitude passant de ludique à sérieuse. Extrait d'une poche dissimulée dans sa tunique, elle glissa une petite puce de données métalliques sur son établi. C'était une carte privée de relevés géologiques et botaniques du secteur de la flèche du serpent non incluse dans le réseau public, et elle montrait les routes de patrouille de la faune la plus agressive, les amas de plantes neurotoxiques et l'emplacement du seul système de grottes où la fleur de soleil pousse réellement. Avec un sourire conspirateur, elle lui dit « Cal veut que tu te perdes dans la jungle. Je préférerais que tu ailles directement à son petit parterre de fleurs, que tu en choisisses la plus jolie et que tu la lui enfonces dans le visage. Ce sera bien plus spectaculaire de cette façon. » Le passage de l'environnement contrôlé de l'avant-poste au secteur sauvage fut aussi soudain que de traverser un mur d'eau. Ils furent propulsés dans un monde qui fonctionnait selon un ensemble de lois beaucoup plus basiques, passant d'un couloir de transit propre et bien éclairé à une passerelle étroite, enjambant une immense jungle humide qui palpitait d'une vitalité ressentie comme une tension physique sur la peau en un instant. En dessous d'eux, la nature sauvage artificielle s'étendait dans un chaos de couleurs et de formes, témoignant d'un projet de terraformation qui avait clairement échappé à ses paramètres originaux et évolué en quelque chose de sauvage et autonome. L'air était épais du parfum de terre humide de pollen extraterrestre et de décomposition en contraste, frappant avec l'atmosphère filtrée et aseptisée du noyau de la station. Avec sa fourrure grise se fondant dans les tons atténués de la structure métallique, Lyra se déplaçait avec une vigilance nouvelle, son comportement espiègle, remplacé par l'intensité concentrée d'un prédateur entrant en territoire hostile. Elle jeta un regard perçant à Eugène, ses yeux violets, scrutant son équipement pratique, se demandant peut-être si le botaniste humain était vraiment prêt pour un monde qui ne suivait pas les classifications ordonnées de sa science. Elle sauta silencieusement de la passerelle et atterrit sur le sol de la jungle en dessous, lui laissant un défi clair à suivre. Prenant une profonde inspiration, il se laissa glisser le long de l'échelle de service dans le secteur de la spirale du serpent, où il se déplaçait à un rythme tranquille en contraste frappant avec leur promenade à l'avant-poste. Dans sa poche se trouvait une puce de données avec sa carte, ce qui était un poids réconfortant. Le sol lui-même semblait vivant, un réseau complexe de racines de flaques et de croissances fongiques qui crissaient sous ses bottes. D'énormes insectes iridescents bourdonnaient dans l'air humide,
et la canopée au-dessus était un enchevêtrement de feuilles étranges qui obscurcissaient la lumière artificielle de la station, laissant le sol de la jungle dans une ombre constante de vert. Ils n'eurent pas à attendre longtemps avant de faire face à leur premier grand défi. Eugene leva la main pour signaler à Lyra d'attendre reconnaissant la plante dans une base de données xénobotaniques de flore dangereuse. Une barrière dense de ce qui semblait être d'épaisses vignes épineuses bloquait le chemin étroit indiqué sur la carte de Lyra. Lyra tira une longue lame à l'aspect maléfique d'un fourreau sur sa cuisse, prête à se frayer un chemin à travers. En réponse à une agression physique, la liane sensible, un organisme colonial semi-sentient, doté d'un mécanisme de défense neurotoxique, libérerait un nuage de spores paralysantes si elle était coupée. Ignorant le sifflement impatient de Lyra, il s'approcha prudemment du mur de liane, sortit un petit émetteur sonique portatif de son sac et le calibra sur une longueur d'onde spécifique à basse fréquence. Il n'attaquait pas la plante. L'effet fut stupéfiant et immédiat, alors qu'il imitait la fréquence de résonance d'une créature fouisseuse inoffensive avec laquelle le lierre vivait souvent en symbiose. La masse emmêlée de vignes frissonna, puis avec un bruissement lent et délibéré, les branches épineuses commencèrent à se rétracter, se retirant du chemin pour former un tunnel clair et arqué. Ses yeux violets s'écarquillèrent, mêlant étonnement et adoration réticente, tandis que Lyra fixait son épée à moitié tirée. Elle s'était préparée au combat, mais il avait trouvé une solution inattendue grâce à son intelligence et à sa dextérité.